Bonjour Marie, Bonsoir Fabien. bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle investigation numéro 82, donc proposée par l'Académie Griffasie. Eh bien, si tu es prête Marie, on va tout de suite commencer. Oui, Fabien, je suis prête. Eh bien, Toujours prête allons-y. pour une investigation. Installe-toi confortablement et dès que tu es confortablement installé, tu peux fermer les yeux et tu prends une profonde inspiration et tu expires tout aussi profondément. Et tu fais ça une deuxième fois. Tu inspires profondément et tu expires par la bouche, toujours aussi profondément. Sensible au son de ma voix, à chaque chiffre, à chaque bruit de fond que tu entendras, tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde et tu sentiras ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers, de 10 à 1. La seule chose que tu feras, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, ton corps devient de plus en plus lourd. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu es complètement relaxé. Ton corps est complètement paralysé. Et 1. Maintenant, Marie, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu te connecteras au sujet, l'autisme. 1, 2 et 3. Comment ça va, Marie? Très bien. Très bien. Alors, est-ce que tu as des choses qui te viennent pour commencer? Comme pour certaines, comme pour la plupart des maladies mentales, il s'agit pour la plupart d'interférences. D'accord. Alors, on va commencer par la première question. Y a-t-il des facteurs relégués au plan physique qui influencent la possibilité de développer des troubles du spectre autistique, TSA? Oui ou non? Oui, en partie. D'accord. Alors, lesquels sont-ils?
une problématique d'insuffisance de certaines hormones liées aux facteurs de croissance pendant la grossesse au niveau du fœtus, les Oui, aspects physiques. d'accord. Ensuite, il y a des aspects qui sont plus d'ordre familiaux ou socio-familiaux, en fait, du rapport aux parents et du rapport à la mère. D'accord. Alors, y a-t-il des causes métaphysiques qui causent ou contribuent à créer des troubles du spectre autistique? Oui, non ou en partie? Oui, donc je disais les interférences Oui, ou les personnes qui ont souhaité faire de cette incarnation une, une expérience sous cette forme. d'accord. Donc la question c'est suivante, donc tu m'as déjà répondu, c'était si oui, lesquels? Est-ce qu'autre chose te vient? Donc en fait, en fonction des facteurs, des différents facteurs qui déclenchent ce type de pathologie mentale, euh, qu'elle soit métaphysique ou non métaphysique, donc d'ordre physique, va dépendre le niveau de cette TSE, TSA, D'accord, puisqu'il y a plusieurs sortes, hein. d'accord, très bien. Alors, Marie observe et décrit les chakras en relation avec l'état de TSA, donc trouble du spectre autistique. Gorge, Oui, troisième œil, oui. coronal. Gorge, troisième œil, coronal. Très bien. Les corps dimensionnels d'un sujet autiste diffèrent-ils de ceux qui ne le sont pas? Oui, non ou en partie? Non. Non. Observe et décris ce que tu perçois ou visualises sur le comportement des neurones chez un sujet avec TSA. En fait, les neurones fonctionnent de la même manière. Tout Mhm. dépend du facteur d'origine qui a déclenché cette TSA, en fait. Si D'accord. c'est si c'est métaphysique et de type interférence, ben, en fait, c'est l'interférence qui va générer soit au niveau des images mentales, soit au niveau de, de certaines productions des enzymes chimiques de la production au niveau du cerveau, des anomalies en fait qui vont faire que euh, depuis que l'enfant est né, ce type de trouble va se déclencher. Et pour ceux qui sont le moins interférés, eh ben, on va se trouver face à des autistes, donc Asperger, ceux qui sont, c'est le plus haut niveau, si tu veux, le moins impacté. Le moins impacté, donc avec un niveau d'intelligence particulièrement élevé, c'est celui que tu trouves dans Rain Man. Oui, tout à fait. Très bien. Comment la partie subliminale des sujets autistes perçoit-elle le contact avec la réalité? Eh bien, différentes du fait que pour certaines, c'est un choix d'incarnation. Oui, Donc, bah, il y a cet aspect donc qui n'est pas le même au niveau de la perception, hein, au niveau des... Ouais. d'accord. Y a-t-il
des différences entre la phase des rêves d'un être humain sans et avec trouble du spectre autistique? Est-ce qu'il y a une Oui, différence entre les 2? oui. Alors, si oui, lequel? En fait, le sujet, atteint de TSE, va avoir une vie onirique, et pas seulement onirique, mais si on là on parle des rêves, bien plus fournis, totalement différentes, beaucoup plus riches, que qu'un être humain, sans TSA, pardon. D'accord. Avec des capacités comme pour d'autres, sujets, souffrant de pathologies mentales ou de handicap lourds, hein, des Mmh. capacités, à s'extraire de leur corps physique. Même parfois, enfin tous, enfin la plupart n'en ont pas conscience bien évidemment, mais en tout cas, cette possibilité, pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ont fait ce choix d'incarnation. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi y a-t-il une augmentation du nombre de diagnostics TSA au cours des dernières années? De la même manière que pour les tous les tout l'évolution de tout un tas de pathologies nouvelles, que la médecine a du mal à expliquer. Cette évolution, en fait, elle est le reflet de ces manipulations psychiques, qui sont en plein essor, toute cette dernière centaine d'années, du fait que, les forces de l'ombre n'ont plus autant de prise sur l'humanité, à cause de l'éveil des consciences. D'accord. Selon de plus en plus d'études scientifiques, les bactéries intestinales pourraient contribuer à des symptômes de type autistique. Regarde la microbiote intestinale des sujets atteints de TSA. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises-tu? En fait, heu, c'est directement induit par les difficultés de circulation énergétique, qui, à leur tour produisent, soit la raréfaction de l'émission de certaines hormones et de certains microbiotes, et donc c'est induit par par ces blocages énergétiques, en fait. D'accord. Donc des chakras, bien sûr, hein, Oui. de certains centres énergétiques. Hmm. D'accord. La condition autistique, est-ce qu'elle peut être guérie? Oui, non ou en partie? Oui, mais bon, c'est comme pour les autres pathologies, hein, ou maladies chroniques, dont la médecine et le lobbying pharmaceutique, n'a pas de ne souhaite pas que ça puisse, se résoudre. Au contraire, les enjeux les enjeux sont plutôt sur quelque chose enfin sur un développement, de ce type de pathologie pour pouvoir générer derrière, eh bien, la diffusion et le développement de la vente de certains médicaments. D'accord, je comprends, oui. Alors que si on voilà, si on allait dans le sens, d'un développement, et d'une connaissance et d'une compréhension et d'un développement de comment fonctionnent, les énergies, de comment, de tous les avantages que ça procure pour le corps physique, hein, et pour le corps énergétique et pour le corps tous les corps derrière, donc les corps le corps éthérique et tout ce qui s'ensuit, bien, on n'assisterait pas à des corps malades, à des Mmh. pathologies, de ce type. D'accord, très bien. Alors une dernière question, Marie, pour finir ce protocole fixe. Une personne autiste est-elle plus exposée aux interférences externes? Tout dépend de sa partie éthérique, de sa partie subliminale, de ce pourquoi, soit elle s'est incarnée ou non, de la enfin de sa prise de conscience, capacité
de comprendre. Tout dépend si c'est un choix ou pas, quoi. D'accord. Très bien. Maintenant, on va passer à la partie à l'exploration libre. Donc je vais tout de suite rebondir sur une réponse que tu m'as donnée, juste, auparavant sur la guérison en fait de l'autisme. Alors, donc tu nous as dit que bon, bah, les médecins, enfin la médecine, n'était pas à leur avantage de guérir. Mais toi, dans ce que tu peux voir, quelles seraient, les conditions ou les méthodes, voilà, que ce soit énergétique ou qu'importe, pour guérir justement l'autisme? Qu'est-ce qui pourrait, justement ou au moins aider à l'autisme? Mmh. La relaxation, la méditation, Oui, donc justement l'accompagnement à la circulation des énergies, à la reconnexion et l'hypnose régressive, d'accord, bien évidemment au tout premier plan. Et puis, oui, la méditation, accompagnée bien sûr, tout dépend du niveau du du niveau d'impact de ce trouble, du spectre autistique, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont très, très, très lourdement handicapées qui n'ont aucune communication avec l'extérieur, hein. Il y a vraiment des degrés divers et variés dans cette pathologie mentale. Mais malgré tout, et en tout premier lieu, l'hypnose régressive est un outil précieux pour améliorer les fonctions de santé de ces personnes, les reconnecter avec leur partie subliminale euh, en fonction de, voilà, si c'est pas si c'est pas leur partie subliminale qui a souhaité s'incarner de cette manière et que ce sont tous les autres facteurs qui ont contribué à ce que la personne se trouve dans cet état, eh bien, l'hypnose régressive va avoir tout son poids pour faire en sorte que soit on puisse libérer les personnes des interférences, puis sinon les libérer, en tout cas les reconnecter à elles-mêmes, à leur conscience supérieure, ou leur faire bénéficier de techniques comme la relaxation, la méditation et tout ce qui va avec en termes de pratique énergétique. très bien. Alors, une autre question que j'ai envie de te poser. Alors, j'ai pu observer, moi, connaissant des autistes, parfois, quand on les observe, on a l'impression, ils ont des phases où ils sont là physiquement, mais où on va complètement les perdre. Alors, à ces moments-là, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve, ou même en général, hors de ces phases, enfin, hors de ces phases et pendant ces phases-là, où se trouve la conscience supérieure ou Elle voilà, voyage. comment Elle voyage. elle Pour voyage? ceux qui sont connectés à leur conscience supérieure, à leur âme, à leur partie subliminale, bien, c'est comme s'ils habitaient une enveloppe physique qui est déconnectée par intermittence. Encore une fois, il faut d'abord pouvoir comprendre le facteur d'origine qui a contribué à ce que la personne se retrouve dans cet état. Et à partir de ce moment-là, on peut savoir si effectivement, euh, pour celles qui ont fait ce choix d'incarnation, ben, elles se promènent, hein. C'est D'accord, un, c'est un véhicule comme un autre, très avec bien. avec comment on appelle ça, toutes les dimensions sensorielles qui se coupaient de, du monde physique pour certains. Et donc, par choix ou non, c'est pour ça que je disais, tout dépend. Il faut d'abord qu'on arrive à comprendre le facteur d'origine pour pouvoir ensuite voilà, proposer un procédé qui va ensuite leur permettre de soit se reconnecter à leurs différents champs sensoriels, soit se reconnecter à la réalité, soit... Voilà, il y a tout un... Mais le préalable, c'est vraiment de comprendre pourquoi la personne est se retrouve à souffrir de TSA.
Très bien. Et ouais, le niveau de TSA, hein. Il y a vraiment Hmm. il y a des personnes qui sont diagnostiquées TSA qui vivent et travaillent comme vous et moi, hein. Hmm. Très bien. Alors, ce que j'aimerais, Marie, c'est à 3, je vais compter jusqu'à 3, tu viennes te connecter à une personne atteinte de symptômes d'autisme. Voilà, personne, la première qui vient, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Oui, Très bien. Alors, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu vois? oui. Alors là, je suis connectée à une personne euh, qui vit dans un établissement médico-social pour personnes adultes handicapées. Oui, Il a toujours vécu comme ça. oui. Alors, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Alors, est-ce que Il a à tu peu peux près la quarantaine. la quarantaine, très bien. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, comment, voilà, avec ses yeux, on peut dire, comment est-ce qu'il perçoit le monde autour de lui, physiquement et énergétiquement? Est-ce qu'il a les mêmes perceptions que nous, non-autismes, nous avons du monde qui nous entoure? Non, c'est quelqu'un qui Quelle est la différence? il se sent agressé par l'extérieur. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il construit une sorte de bulle, en fait? Oui, un, un rien peut l'agresser, peut lui faire peur. Euh, voilà, il faut très très longtemps pour, euh, pour entrer en communication et encore, oui, pour entrer en communication avec les personnes qui tentent de communiquer avec lui. D'accord. Alors, est-ce qu'il a une vision ou un ressenti plus subtil des énergies qui sont autour de lui? Oui, mais il n'en a pas conscience en fait, et D'accord. raison pour laquelle en plus de cette espèce de bulle de protection qui s'est créée, mais pas, ça c'est c'est simplement par crainte, parce qu'il se Mmh. sent plus protégé en fonctionnant comme ça. Euh, Ça lui permet de se déconnecter, enfin, pas de se déconnecter, mais en tout cas d'avoir une autre vie ailleurs, de rejoindre d'autres d'autres êtres vivants ailleurs, d'autres consciences. Très bien. Alors, ces consciences dont tu me parles, qu'il voit ailleurs, est-ce qu'il peut, par exemple, les confondre, enfin, pas les confondre, mais est-ce qu'il peut les mêler, par exemple, aux consciences qu'on a sur le plan terrestre? C'est-à-dire faire un amalgame des deux plans? Non, Non, d'accord, donc il a bien conscience des 2 plans séparément. sa partie subliminale, oui. D'accord. Très bien. Alors maintenant, qu'en est-il, au niveau émotionnel? Comment est-ce qu'il perçoit les émotions? Est-ce qu'il les reçoit plus fortement, les émotions? Est-ce que c'est, bah, comme d'autres personnes? Ou est-ce qu'il est plus aiguisé sur l'émotionnel, sur le côté émotionnel? En fait, il y a une distorsion des ressentis, des émotions. Alors, pour cette personne, c'est pas le cas pour tous. Oui, sur celle-ci, on va Oui, il y a une distorsion des émotions parce qu'en fait, là, le cas de figure de ce monsieur, oui, c'est il est né comme ça et il y a eu une anomalie au niveau hormonal pendant la grossesse qui a généré ce trouble. d'accord. Très bien. Merci Marie. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas te déconnecter complètement. 1, 2, 3. Maintenant, tu es complètement déconnecté de cette personne, de ses énergies et de ses émotions. OK, tu reviens avec nous. Oui, c'est bon. C'est fait? Très bien. Alors je vais continuer, il y a des questions. Donc, tu nous as dit, au début, que c'était, un choix d'incarnation, dans cette vie pour les autistes. Pour certains, Pour certains, d'accord. Alors, on va pour ceux qui ont choisi cette incarnation, d'autisme, alors
est-ce qu'ils ont un rôle à jouer parmi leur famille et Oui. également par rapport aux personnes qui les entourent? Alors, il y a 2 cas de figure. Dans un cas le premier cas, oui, ils ont un rôle à jouer par rapport à leur famille, qui, elles, se sont incarnées pour avoir à vivre avec un enfant handicapé et à comprendre Oui, certaines choses dans leur incarnation propre. Et ensuite, pour lui, enfin pour d'autres, ils ont fait le choix de cette incarnation, pour, pouvoir expérimenter cette forme de communication et en même temps, pouvoir continuer à être, en liaison le avec le certains champs de conscience, de manière plus prégnante qu'un être, humain traditionnel. d'accord. Et pour les personnes qui les entourent durant leur vie, est-ce qu'ils ont un rôle, par exemple d'aider à l'élévation de conscience des gens qui les entourent en peut-être pas en parlant parce que c'est pas le cas, mais en diffusant des énergies d'une certaine intensité? Oui, D'accord. oui. Après ça peut se manifester de différentes façons. Oui, En fonction du chemin de chacun, bien oui. évidemment. Alors, quand je te dis ça, parce que je pense, hein, alors ça c'est voilà, c'est par rapport à mes recherches et mes lectures que j'ai pu faire avant, il serait possible qu'il y ait ce qu'on appelle, après ça n'existe pas, mais les enfants cristal ou les enfants indigo et cetera. Est-ce que on peut voir une similitude, au niveau des missions sur terre avec les autismes? Ou est-ce que, par exemple, ces enfants peuvent être des autistes? Alors là, peut peut-être les Asperger, mais Ce ne seraient pas tous alors. non. Très bien. OK. En tout cas, ça ne leur faciliterait pas la fonction, hein, aux enfants indigos ou aux enfants D'accord. non. Très bien. Merci. Alors, pareil, suivant des recherches que j'ai pu faire, est-ce que, hem, c'est les autistes, en fait, auraient, des facilités dans la télépathie? Oui, mais après pour la retranscription, pour ceux qui oui, parce qu'ils ont gardé cette essence pure, de connexion à la source. D'accord, Hem Mais en termes de communication, ça va être restreint du coup, hein. d'accord, En termes de d'accord. diffusion de l'information qu'ils peuvent recueillir, mais effectivement, ils ont cette capacité, certains. Très bien. Alors également, chose très intéressante que j'ai pu constater, c'est que, une bonne partie des autistes, il semblerait avoir des mémoires de leur vie antérieure. Alors pourquoi? Parce que c'est souvent qu'ils sont dotés de capacités, donc que ça soit des capacités physiques ou par exemple à jouer d'un instrument ou de faire quelque chose d'une manière, on va dire, totalement, comme si, ils arrivaient avec un certain Mmh. savoir déjà. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est ça, en fait, certains ont gardé cette capacité, qu'ils avaient dans une ou l'autre de leur vie antérieure, Mmh. et donc bah, ça leur permet de continuer à exceller dans le domaine qui était, le leur, hein, la musique, la science. Mais il n'y a pas D'accord, que ça, en fait. oui, Il n'y a pas que ça. Il y a pour certains, c'est une capacité qui vont directement chercher, heu, par le fait qu'ils ont développé cette, capacité à aller chercher de l'information en télépathie oui, et donc ce qui leur permet, voilà, d'aller chercher dans le champ d'information, des capacités, de la des informations sur la manière de pouvoir développer des capacités qu'ils affectionnent particulièrement. d'accord, très bien.
Eh bien Marie, j'aurais une dernière question à te poser. Si maintenant on parle de niveau vibratoire, heu, quel serait en moyenne le niveau vibratoire de quelqu'un atteint d'autisme? Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui a des vibrations plutôt hautes ou tout au contraire qui a des vibrations qui sont plutôt basses? Alors ça, par contre, c'est comme pour le commun des mortels, D'accord. parce que s'il s'agit d'un sujet, souffrant, de troubles autistiques, interférés, Mmh. comme n'importe quel autre, être vivant, on ne sera pas du tout sur les mêmes, champs vibratoires qu'un autre sujet souffrant de troubles du spectre autistique, qui, par exemple, reste connecté au champ informationnel ou à une source quelconque, une source de lumière ou une source d'amour, qui voilà, c'est pas du tout la même chose. Très bien. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations. Si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Non, ça va. Très bien Marie. Eh bien, si tu te sens prête, Mmh, je vais te faire rentrer. c'est Al parti. eh bien, alors cette fois, je vais compter de 1 à 3 et quand je te dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2021, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. 1, tu te déconnectes totalement, tu te déconnectes de toutes les énergies, de toutes les fréquences, toutes les émotions que tu as pu croiser durant ce voyage. Tu réajustes tes émotions. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Et tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine. 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu Mmh. récupères ta force, ta vitalité. Tu récupères complètement ton corps et tu commences à bouger un peu tes membres. Tu récupères ta motricité. 3, maintenant tu es prête, quand tu le souhaites, à ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Bonjour Marie. Hello! Hello Fabien. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations qui sont très intéressantes. Je pense qu'ils vont intéresser un grand nombre d'entre nous. C'était très riche en Bien intéressant. informations. Franchement, un sujet, particulièrement intéressant. M'a beaucoup plu. Oui, vraiment, oui. Eh bien, merci Marie. Je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, hein, suivant à quel moment les auditeurs De vont quelle heure regarder ces, ces le vidéos. continent sur lequel je me trouve, bien sûr. Tout à fait. Merci et au revoir. Bonsoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come
se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.